municipale. Je vais déjà procéder à la fête des élus, parmi les avertissants. Bon, alors, je poursuis de la gueule de l'école, Mary Milan, Gabriel Lizel, Carmen Albert, Rémi Albert, Arène Laké, Océane Lycée, Robert Arol, Léonard Désiré Fête, Amos Christian Population, Stéphane, Timothée Lise, Garni Aliette, Eliezer Hunan, Camille Rosely, Charles Rosely, Fidèle Christine, Kérin Coralie, Juliette Série, Beson Anastasie Marc, Population à l'unité. Non. C'est considérable à la population déjà. Oui. Anastasie Marc, Dr. Christophe, Patel Régis, Castan Sula, Angoulé Martin, Jean-Charles Thierry, Fidèle Sylvia, Antoine Philippe, sans vérifier peut-être au mélange matin, au délibéré, je félicite qu'il ait fait une présence afin qu'on puisse débuter cette séance. On va désigner une secrétaire ou un secrétaire. On va saluer si vous acceptez d'être le secrétaire. Pas de souci. Bon. Ok. Nous avons un autre jour, chers collègues, qui est en 6 points. Le point 0, approbation du PV de conseil de stabilité publique. Le compte financier en 1, adossé à ça, il y a le compte de la commission financière. En 2, l'affectation du résultat de l'exercice 2025 de semestre 2026. En 3, intégration de biens immobiliers patrimoine foncier et à l'état de l'actif communal. En 4, prise en charge des frais de déplacement et pour l'émission de l'argent communal à l'occasion d'une formation renseignée. En 5, appel à projet pour la lutte contre la précarité alimentaire et matérielle en Guadeloupe. Et nous avons 2 points à l'ordre avec du jour. C'est la modification portant sur l'objet social d'autorisation du représentant de la collectivité à participer au vote de l'Assemblée générale extraordinaire de la SPL de Cœur d'énergie. Et toujours sur cette même question concernant la modification du capital de la SPL Cœur d'énergie, souscription de la famille de mémoire à l'augmentation du capital de la SPL au titre de son droit préférentiel de souscription. Autorisation du représentant de la collectivité à participer au vote de l'Assemblée générale extraordinaire de la société. Est-ce que vous avez des observations à formuler sur l'ordre du jour? S'il n'y en a pas, on veut voir. Qui s'abstient, qui vote contre. Donc, l'ordre du jour est présenté adopté à l'unanimité. Avant de passer la parole à Mme Camille qui va nous présenter le rapport de la commission financière, je voulais vous dire aux chers collègues que la communauté dans le cas 27 a une difficulté de budgétaire, c'est bien sur notre personne. Supplément de la précipitation de 2020, de 2014 à 2026 et de 2020 à 2025, au cours desquels nous avons été en grande difficulté dans le budgétaire. En 2027, en 2024, nous sommes parvenus à rétablir l'équilibre juste avec un excédent de 3 000 €. Le CFE que nous allons adopter aujourd'hui nous permet de dégager un petit excédent qui est nettement mieux que ce que nous avons l'année. Vous avez vu les documents de ça problème. Mais avant tout, je voulais dire que c'est parce qu'il y a des efforts qui ont été consentis par la population marienne, après on a diffusé de cette manière d'avancer, parce que les élus ont compris qu'il fallait faire la structure, et parce que aussi nous avons été aidés par les institutions que sont l'État qui nous a permis d'avoir un quorum de 900 000 € sur 3 ans. En 2024, on a 300 000 €. En 2025, 300 000 €. En 2026, 300 000 €. C'est
300 000 euros nous ont déjà été versés partiellement, puisque nous avons reçu 80 000 euros pour 2026. Et ce matin, nous étions en réflexion pour faire le bilan de ce forum. Nous avons réalisé des progrès et je pense que lorsqu'on est élu, on doit donner des informations justes à la population. Pour reconnaître l'expression de quelqu'un, ce n'est pas parce que monsieur est au deuxième étage de la meilleure régionale qu'on est sorti rouge. C'est parce qu'il y a des efforts bien réalisés. N'en déplaise à ceux qui ont dit ou à certains, les efforts ont été consentis aujourd'hui. Nous pouvons dire que nous commençons à voir un peu plus clair. On pourrait voir un peu plus clair parce qu'il y a des recettes qui n'ont pas été réalisées. Mais chemin faisant, je pense que les choses vont s'améliorer. Je vais, avant de passer la parole à Mme Famidel, ainsi qu'à Mme Dorimon et à Mme la DGS pour des explications complémentaires, je vais vous demander puisque vous avez reçu le privé de la réunion du 29 mai, si je ne m'abuse, je vais vous demander est-ce que vous avez des observations à formuler là-dessus, des omissions, si vous en avez constaté. Sinon, allez, je vais passer à la collègue de Charles. Oui, monsieur le maire, bonsoir à tous. Des observations, oui, parce que la dernière fois, je vous ai fait des remarques sur l'ancien PV et j'espérais qu'on me l'aurait envoyé corrigé, je ne l'ai pas reçu. Mais je reviens sur un point qui avait été traité justement la dernière fois concernant la constitution de la commission d'appel d'offres. Après quelques recherches, je constate que j'avais certainement raison, mais enfin les services vont voir la constitution de la commission d'appel d'offres, puisqu'il y a 4 titulaires de chez vous, dont vous-même, donc ça fait 7, alors qu'il y aurait dû avoir un titulaire de l'opposition. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Donc je pense, non, mais la commission d'appel d'offres aujourd'hui, tous les titulaires font partie de votre majorité. Il y a une personne de l'opposition qui est suppléant. Mais normalement, il aurait dû avoir un titulaire et un suppléant de l'opposition. En tout cas, c'est comme ça que ça se fait dans les conseils municipaux. Donc, je vous dis que cette question de la constitution de la commission d'appel d'offres soit vue avec vos services et qu'éventuellement ce point soit remis à l'ordre du jour lors du prochain conseil municipal pour qu'on puisse réellement faire la constitution de cette commission d'appel d'offres conformément aux règles. Voilà. Je vérifie la constitution et puis je reviendrai vers vous lors du prochain conseil municipal. Merci. Donc, d'abord, cette observation, est-ce qu'il y a d'autres observations? C'est n'importe bien voir. Question qui s'abstiennent. Qui vote contre? Adopté à l'unanimité, moins 4 abstentions. Merci beaucoup. Alors, je disais à mon équipe financier, et je disais qu'avant tout, j'allais passer la parole à Mme Famidel, afin qu'elle nous fasse le compte rendu de la réunion de la commission des finances. La commission des finances s'est réunie le 9 février 2026 à 9h avec comme président M. Elisabeth Famidel, Mme Timothée, M. Karen Accent, M. Jean-Charles Thierry, Mme Bouillet Valérie et Philbert Christine qui est excusée. Les administratifs présents, je renvoie Béatrice Gardier Arnaud et la personnalité Diane Edine Lacléo. La commission d'appel d'offres, c'est le mois de juin, on va le dire. Ça finance. Ah ben il faut corriger. Non, la commission Donc en fait, la commission de finances s'est réunie afin de débattre sur le compte financier de 2025, l'affectation des résultats 2025 au budget supplémentaire 2026 et l'intégration de biens immobiliers patrimoine foncier à l'écart de l'actif communal. Donc en fait,
je ferai grâce de lire en fait tous les détails qui sont sur ce rapport, puisqu'on va encore les énumérer dans la synthèse du CFU 2025, qui sont les mêmes résultats. Donc, en principe, selon l'article L 2313 du Code général des collectivités territoriales, on prévoit une présentation brève du CFU, une façon synthétisée. En fait, le CFU, c'est un moyen de moderniser d'abord la transparence au niveau des chiffres des collectivités. Ça a été écrit en 2025-2026. La généralisation du CFU, généralisation du code financier unique et l'harmonisation du cadre budgétaire et comptable des collectivités. L'harmonisation de la N57 qui est mise en place avec un référentiel commun pour les groupements et établissements publiés au journal officiel du 31 décembre 2025. Donc, qu'est-ce que le CFU? Le CFU est une gouvernance partagée qui impose une coordination étroite entre les données transmises par la collectivité et celles du comptable public. Document unique, un document unique partagé entre l'ordonnateur et le comptable public. Institution qui remplace le compte administratif qui est géré par l'ordonnateur et le compte de gestion par le comptable. Une vision globale fusionne les données budgétaires et patrimoniales pour une analyse complète. Donc le CFU, comme le compte administratif, retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées sur la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2025. Pour rappel, le budget primitif 2025 s'élevait à un équilibre pour un montant global en dépenses 16 067 372 et 7 071 191 79. En dépenses de fonctionnement, 10 739 685 74. En dépenses d'investissement, 5 327 676 39. En recettes de fonctionnement, 10 743 513 40. Donc, 742 835 34, l'excédent de fonctionnement reposé. La dépense d'investissement, la recette d'investissement, 5 627 676 39. dont 925 612 43 euros de solde d'exécution négative reportée. Tous ces éléments-là sont dans la note de présentation brève et synthétique. Donc, on va directement passer à la présentation générale du compte financier unique vu l'ensemble. Ce qu'on retrouve dans le CFU, le papier qu'on nous a donné, ainsi que la note de synthèse web. Donc, en fait, en recette, en investissement, on avait prévu 5 327 676 39. On a réalisé 1 632 189 08 et les restes à réaliser en investissement qui ont été reportés, c'est 2 767 608 47. En fonctionnement, les prévisions budgétaires totales s'élèvent à 10 680 06. On a réalisé 10 228 541 78. En fonctionnement, évidemment, il n'y a pas de reste à réaliser, ce sont des rattachements. Donc, alors, il n'y a pas de chiffre. Total cumulé, dans toutes les prévisions, un total cumulé de 15 328 356 45 et en recette réalisée 11 867 130 86. Reste à réaliser 2 767 608 49. Donc, au niveau des dépenses, l'autorisation budgétaire totale était en investissement de 4 402 63 96. En fonctionnement, 10 739 685 74 et cumulé 15 141 749 70. Les dépenses réalisées au niveau de l'investissement s'élèvent à 1 346 735 80 et les restes à réaliser en dépenses 2 392 14 93. En fonctionnement, autorisation budgétaire 10 739 685 74, dépenses réalisées 9 823 155 42. Donc l'autorisation budgétaire de 15 millions, les dépenses réalisées de 11 169 891 22 et les restes à réaliser de 2 392 14 93.
Donc, sur la ligne différence entre les titres et les mandats, les soldes réalisés de l'exercice s'élèvent en investissement à 285 453,28, en investissement, en fonctionnement 405 386,36 et total cumulé 390 839,64 de solde de réalisation de l'exercice. Donc, la ligne suivante, ce sont les résultats antérieurs reportés. Évidemment, on reporte les résultats au titre de l'année N. Donc, les résultats antérieurs reportés. En investissement, on était en déficit de moins 925 612,43. En fonctionnement, on a eu un excédent de 742 835,44, d'où un total cumulé de moins 182 777,09. Donc, le seul investissement résultat de clôture à reporter, les résultats qui s'affichent sur la ligne, ce sont un déficit d'investissement à reporter en N+1 de moins 640 159,15, en fonctionnement 1 148 221,70 et le total cumulé de l'exercice à reporter est de 508 062,55, d'où un excédent. Donc la différence entre les restes à réaliser, donc c'est-à-dire voyez C et F, on fait la différence. Donc en investissement, on obtient 375 593,56 et total cumulé 375 593,56. Donc le résultat cumulé de l'ensemble des éléments qui sont sur le tableau nous permet d'avoir en investissement un déficit en investissement de moins 264 565,59, en fonctionnement un excédent de 1 148 221,70, d'où sur l'exercice on dégage un excédent au niveau du CFU, un excédent global au niveau de l'exercice de 883 656,11. Donc évidemment, les résultats affectés au budget supplémentaire 2026 se limitent au solde de la section de fonctionnement et le résultat de clôture de la section de fonctionnement. Donc les éléments qu'on a récupérés au sein de la vue d'ensemble, en fait, on aura à le reporter sur le budget supplémentaire en 2026, supplémentaire de 2026. Donc on présente par section, les dépenses par section. Donc, voilà. Les charges de fonctionnement. Donc les charges de fonctionnement, j'ai mis les prévisions et les réalisations. En zéro, on charge à caractère général, le BP 1 700 000, réalisé 1 700 000. On a un poids sur de dépenses totales sur le fonctionnement de 2025 de 18%. Donc on regarde les charges à caractère général sur le diagramme, on voit bien qu'on a prévu les dépenses, on a réalisé à la même hauteur. Donc pour un taux de réalisation qui s'élève à 0%. Donc en charge de personnel au 0,12, on a au BP prévu 7 087 793, on réalise 7 96 172 21. Idem, c'est bien exécuté à la même hauteur. Donc les atténuations de charges, les prévisions s'élèvent à 83 338,90, on a réalisé 83 338,90. Autre charge de gestion courante, 532 430, également équipée, donc charge financière, 63 437, 57,59, idem. Et les charges spécifiques, 15 280, on réalise que 960. Donc, pour la structure et l'exécution des charges de fonctionnement, qui sont claires et bien équilibrées. La recette de fonctionnement, les recettes de fonctionnement, idem, on fait une réalisation. Et en résumé, total des dépenses de fonctionnement, 9 823 155,42, total des recettes de fonctionnement, 10 228 741,60, d'où un solde excédentaire de 405 386,15.
annuels. Donc après, vous avez dans vos documents les recettes d'investissement. Si vous avez des questions à poser, les autres après. Et des postes d'investissement. On en a vu ensemble. Donc, bilan financier 2025 et perspective 2026. Donc, on atteint un résultat global excédentaire, un résultat cumulé au 31 décembre 2025 de plus de 883 656 11. Section des biens fonctionnement 1 148 270. Section d'investissement moins 264 565 59. Donc la trajectoire a été atteinte, la confirmation de retour de l'équilibre financier fixé par le quorum 2024-2036. Donc là, les clés de la réussite mesures engagées, on a tenu à notre rigueur une application stricte du règlement financier budgétaire, une mobilisation, implication forte des services communaux, partenaires en collaboration étroite avec les institutions, le comptable public et la CDL pour la qualité des comptes, une optimisation, gestion quotidienne optimisée selon les recommandations de la CRC, sans altérer le service public ni le développement de la commune. Donc, les perspectives 2026, une exécution budgétaire prometteuse, solidifiée par les excellents résultats du compte financier, une initiative 2026, donc débat et vote. Le présent compte a fait l'objet d'une présentation en commission le 16 juin 2026, avec un avis favorable, le Conseil peut en débattre. Il est donc proposé au Conseil municipal à l'occasion de cette séance du 23 juin 2026 d'adopter le compte financier unique de l'exercice 2025, mais également d'arrêter les résultats définitifs tels que présentés et d'autoriser le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. Donc, après la lecture du compte financier de Mme Camillet et l'explication qu'elle a donnée, c'est la cité de mon explication. Monsieur Antoine. Oui, j'ai entendu des chiffres, et loin de là de vouloir contester ces chiffres-là, ce sont des chiffres officiels, mais il y a des ratios, des écarts qui m'interpellent. J'aimerais avoir des explications, notamment concernant la masse salariale, qui représente près de 76% de la partie fonctionnement, et m'expliquer aussi pourquoi il y a un taux aussi faible en termes de réalisation, alors que les subventions sont là. Alors, la première question concernant la masse salariale de l'intervention de 67%. Madame Touri va certainement nous apporter des précisions, mais je crois et j'affirme que lorsque nous sommes arrivés sur la solidarité à partir de 2%, et que les rapports qui sont déposés en fait prouvent que nous gagnons du terrain, nous diminuons petit à petit, et nous avançons lentement mais sûrement. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est concernant les ratios, les ratios de réalisation. Alors, donner un petit peu les chiffres sur quel chapitre, sur quel article vous voyez ça, et puis on va essayer de comprendre. Ça, c'est. Mais il y a la masse salariale, il y a l'épargne brute qui est. Oui, la masse salariale, elle aurait pu être beaucoup plus basse, mais à travers les actions que nous menons. Alors, dans un premier temps, lorsque nous sommes arrivés, les recommandations de la Chambre disaient qu'il ne fallait pas embaucher, il ne fallait pas remplacer les personnes qui partent à la retraite. Alors, ça, on a su tenir pendant très longtemps, mais ça veut qu'aujourd'hui, la collectivité se trouve avec toujours un sous-effectif en termes d'agents, mais avec des agents aussi qui ne sont pas formés pour pouvoir faire un certain nombre de travail. Je peux vous donner un exemple clair que je vous mets en grande difficulté. C'est concernant la pause méridienne et la surveillance des enfants, puisque nous avons 4 cadres qui ont pour mission d'encadrer justement les personnes qui interviennent à ce niveau-là. Or, aujourd'hui, depuis toute l'année scolaire 2025-2026, Mme Ballonal, Mme Camoise, Mme Desplan et Mme
Madame Drapeau, on joue le jeu en encadrant les élèves que nous avons pour qu'il n'y ait pas de problème d'enfants non soumis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons été obligés de faire travailler les personnes qui interviennent dans le cadre de l'éducation nationale en tant que SHSA pour pouvoir encadrer les enfants pendant la pause de l'ISEL. Aujourd'hui, si on devait embaucher tout le monde pour pouvoir assumer la surveillance des enfants, c'est tout le type de ce que nous embauche. Donc, l'augmentation de la masse salariale aussi, c'est qu'aujourd'hui, on ne reste pas d'accord à ne pas faire évoluer la carrière des enfants, parce que quand nous sommes arrivés, nous avons dépensé 500 000 € pour remettre la carrière des agents au bout du jour. Aujourd'hui, chaque fois que l'agent, dès que le délai arrive, l'agent passe de catégorie de grade, sans hésitation, donc ce qui fait qu'on ne peut pas compresser la masse salariale. Si nous étions à l'époque plus furieusement bas, et qu'on s'est réglé pour les salaires, peut-être certainement plus bien, peut-être à 5,9 millions ou 5 millions de masse salariale. Et ce matin, encore, lorsque nous étions en question, monsieur a dit que je vous donne la parole, lorsque nous avons rendu compte qu'il y a un écart de 200 000 € parce que dans les calculs du quorum, ils n'ont pas tenu compte de l'écart qu'il y avait entre les vérifications collectives. Alors, peut-être que, on a tellement eu de réunions, il me semble qu'on a. Non, c'est le premier. Non. Alors, M. Azizine Diani, c'est la personne, le technicien pour homme, qui est nommé le 1er juin. Effectivement, il a participé à la réunion de la commission financière, mais pas à la dernière élection municipale. C'est lui qui remplace M. Potier, qui était en place, en poste, et qui est parti vers le dossier parce qu'il a une épisode qui est intéressant et tout ça, c'est là, au minimum pour 1 an, à compter depuis le 1er juin jusqu'au 31 juin, mai 2027. Donc, M. Azizine, voilà, je vous présente le conseil municipal que vous ne connaissez pas. Maintenant, je me dois. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, Azizine Diani, assistant technique quorum depuis le 1er juin 2026. Donc, je succède à M. Potier, Vincent, vous avez dû le connaître, qui a resté un peu de temps au sein de Pôle Noir. Donc, concernant le quorum, effectivement, comme l'a indiqué M. le maire, au jeu ce matin, donc le sous-préfet a reconnu que la collectivité suivait ses engagements au niveau du cadrage, qui est quand même assez contraignant au niveau du quorum. Et sur la masse salariale, il a été observé de manière très objective que l'effectif avait sensiblement diminué de la collectivité, surtout entre 2020 et 2026. Donc avec un effectif qui est passé de 153 agents à 134 agents, soit une baisse significative de 12%. Donc ce qui veut dire que la collectivité n'a pas augmenté son effectif. Par contre, comme l'a dit M. le maire, donc, il y a des éléments, on va dire, structurels, voire mécaniques, des avancements d'échelon, ce qu'on appelle communément le GVT, le glissement vieillesse-technicité. Donc c'est à hauteur de 3%. Et la démonstration qui a été faite auprès de M. le sous-préfet ce matin, c'est de montrer que la collectivité n'a pas plus dépensé, mais mécaniquement, avec ce glissement vieillesse et technicité qui est lié au déroulement de carrière des agents, l'augmentation se fait de 1,5 voire 2% chaque année. Donc ce delta entre le prévisionnel sur 6,5 millions, 6,5 millions et 6,7 millions, donc vous avez bien 200 000 €. Et ces 200 000 €, c'est ce qu'on obtient quand on fait 2%, on va dire, de la masse salariale. Donc c'est une masse salariale qui est significative parce que évidemment les marges de manœuvre sont réduites. Vous avez quand même un effectif qui est composé essentiellement d'agents titulaires, donc il n'y a pas forcément beaucoup de variables, on va dire, d'ajustement. Et les agents aussi sont en fin de carrière, donc évidemment que les incidents sont un peu plus élevés quand on est en fin de carrière qu'en début de carrière. Et autre chose qu'a aussi souligné ce matin M. le sous-préfet, c'est que la collectivité, c'est vrai que l'objectif c'est d'éteindre le service public, donc de maintenir une continuité. Et dans le cadre de départ en retraite, c'est de remplacer avec des dispositifs des contrats aidés. Nous avons des volontaires territoriaux d'administration, des contrats des services civiques. Donc, ce qui permet quand même de pouvoir mobiliser la jeunesse au sein de ce territoire. Donc, voilà ce qui a été indiqué, et c'est
Et autre chose aussi qui est très importante, c'est que le sous-préfet a confirmé la subvention, donc le versement de la subvention de 300 000 € parce que la collectivité avait respecté ses engagements. Donc c'est quand même des choses importantes et encourageantes pour l'avenir. Et un élément complémentaire à la question de M. avant de passer à Mme Gouvernement, il faut savoir que la collectivité, justement pour pouvoir pallier à ces déficits en termes d'efficacité au niveau des personnels, a embauché dans un premier temps 4, comment on les appelle encore, Mme Gouvernement, les 4 jeunes qu'on avait, les 4, voilà, par rapport à consolider. Et ces 4 PEC ont montré une grande efficacité au niveau de la collectivité. On les a gardés en tant que contractuels. Et nous avons également 2 VTA qui ont été également recrutés et que nous avons gardés également parce qu'elles font un travail efficace. Donc si on n'avait pas pris les 2 VTA et les 4 PEC, bien évidemment, sur la base salariale de la collectivité, on aurait senti une très grande différence. Un écart relativement important. Et comme je disais, si on n'avait pas, si on ne suivait pas les directives, à savoir respecter l'évolution des carrières des agents, eh bien, on serait peut-être à 5,9 millions. Mais on respecte les choses, évidemment. Madame Le Guimond, vous pouvez voter une décision. Alors, 2 précisions que je voudrais apporter s'agissant de la masse salariale. Alors, sur l'applicatif Helios, c'est-à-dire l'application qui gère les comptes des collectivités. Effectivement, elle l'a rappelé, Madame Fabien, 7,09 millions de charges de personnel en atténuation de charges, parce qu'il faut tenir compte de cette atténuation. Du coup, en charge réelle, je parle bien en charge réelle, ça fait 7 043 213, ce qui correspond à une augmentation de... Effectivement, mon collègue m'a dit à l'oreille, les anciens élus connaissent Mme Dorimont, mais les nouveaux, les nouvelles ne connaissent pas Mme Dorimont. Mme Dorimont, c'est la conseillère aux décideurs locaux qui est en poste sur le Nord-Bastel, le Royal Afrique Nord, et c'est elle qui encadre un petit peu les directeurs financiers dans les différentes collectivités, ainsi que le comptable public. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est là et elle travaille avec toutes les communes, que ce soit Paimport, DS, Sainte-Rose, La Montagne, Petit Bourgogne. Voilà. Oui, alors je disais en fait sur les 7,09 millions indiqués par Mme Fabian, ce qui correspond exactement au montant que nous avons dans le compte. Alors, il faut tenir compte des atténuations des charges, un certain nombre de remboursements qui a eu lieu, ce qui fait en net en charge réelle de fonctionnement, et notamment des charges du personnel en réel, c'est 7 043 013. L'augmentation entre 2024 et 2025 est de 3,1%, c'est-à-dire qui inclut le GVT. Voilà. Alors, comme l'a dit tout à l'heure M. Azedine a dit tout à l'heure, plusieurs facteurs qui expliquent ça. Il y a des facteurs où vous ne pouvez pas intervenir, ça vous le savez, glissement, vieillissement, il y a eu un certain nombre des versements peut-être du capital d'essai, des choses comme ça qui ont eu lieu pendant l'année. Autre chose aussi qui est important de rappeler, les dépenses de personnel, c'est 73% du total des dépenses réelles. Mais si on le rapporte aux recettes réelles, parce que ça c'est aussi, ça veut dire quand vous avez 100 € de recettes, vous consommez 73 € pour payer le personnel. C'est ça qu'il faut vous mettre en tête. Ça c'est important. Je le fais de manière synthétique. 100 € de gagné, 73 € pour payer le personnel. D'accord? C'est ça qui est. Alors, une fois ça dit, en matière de dépenses, c'est 73%. En termes de rigidité des charges mutuelles, ça c'est important, c'est des indicateurs pour les nouveaux élus qui sont importants pour vous de connaître. C'est quoi la rigidité des charges mutuelles? Ça veut dire que ce sont des charges. Vous n'avez pas d'emprise là-dessus. Vous voyez? C'est des dépenses de personnel, structurellement que des agents titulaires. D'accord? Vous avez le remboursement des emprunts,
le remboursement de la dette en capital et surtout des intérêts de la dette, et puis toutes les participations que vous versez, par exemple au SDIS, les versements que vous faites pour alimenter le CCAS, ça, vous n'avez pas trop de prêt sur ces recettes-là. Alors, structurellement, vous avez ce montant-là. D'accord? Et l'objectif, en réalité, alors, lorsque vous voyez le taux important, mais un petit bémol favorable pour la collectivité, mais qui n'apparaît pas dans les comptes, je tenais à le souligner, en matière de recettes, cette année, vous avez totalisé, alors attendez, j'essaye de retrouver les chiffres, vous avez des produits réels de fonctionnement à hauteur de 9 942 millions, d'accord? Pour ce montant-là, nous avons 662 000 € qui n'ont pas été titrés, qui ont fait l'objet de rejet, peut-être pour des pièces justificatives qui manquaient, etc. Du coup, c'est vrai si on devrait réintégrer ces montants-là, parce que en matière de trésorerie, les sommes ont bien été portées au compte de la collectivité, bien simplement pour des raisons comptables, etc. Ces recettes-là ne sont pas prises. Alors, Pointe-Noire n'est pas la seule collectivité, hein, parce que je regarde tout le monde. Il n'y a pas que Pointe-Noire. On a un problème dans ce département, ce qu'on appelle les comptes d'imputation provisoires en dépenses comme en recettes. D'accord? Et ça, toutes les collectivités de Guadeloupe doivent avoir à cœur de travailler sur le titrage des recettes, le mandatement des dépenses. Nous, à Pointe-Noire, il nous manque ces 662 000 € parce que, qui vont être titrés, c'est en cours, mais malheureusement, quand on a arrêté les comptes, eh bien, ça n'apparaît pas. Et c'est pourquoi c'est important de vous le dire. L'année dernière, vous étiez à 10 544 de recettes. Eh bien, si vous rajoutez les 662 000 €, vous êtes à peu près au même niveau. Et ça impacte forcément le niveau des charges réelles, si vous voulez, et on n'aurait pas eu une baisse comme vous le constatez. Voilà, parce que les charges réelles de fonctionnement ont augmenté de 5,2%. Alors, il y a une petite... Les recettes baissent aussi, mais parce qu'il manque ces 662 000 €. Voilà. C'est vraiment des problèmes comptables, etc., qui fait que, en théorie, alors moi j'ai retravaillé ça, parce que sur la capacité d'autofinancement, tout le monde entend ça, capacité d'autofinancement, c'est important, parce que c'est le premier bas-de-laine d'une collectivité qui doit pouvoir rembourser sa dette en capital, ça c'est la première des choses. Et deuxièmement, investir, c'est-à-dire la CAFNET. Alors l'année dernière, elle était beaucoup plus conséquente, mais c'est vrai qu'il nous manque ces 600 qui sont là, mais qui n'ont pas été titrés, voilà, si vous voulez. Et c'est pour ça que c'est, on pourrait penser, mais il y a eu des efforts qui ont été faits. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, je rien d'autre à rajouter. S'il y a des questions, lorsque le titrage sera fait, on va essayer de tout faire pour pouvoir rattraper le maximum de ces 662 000 €. Eh bien, la situation sera meilleure. Je voulais aussi préciser que c'est la première fois depuis de très nombreuses années que la collectivité va avoir à voter un budget supplémentaire. On a voté le budget prévisionnel en février, alors que depuis de nombreuses années, on ne connaît pas de budget supplémentaire. Cette année, on va voter un budget supplémentaire comme toutes les collectivités, dignes de ce nom, comme toutes les collectivités qui sont restées. Donc, j'ai bien écouté madame. Le constat que vous faites, j'ai fait le même constat. Simplement, la réalité, c'est 75% de charges personnelles. 73. J'ai calculé, dans les tableaux, c'est 75,39%. Et la réalité, en dehors de ça, il y a eu pas mal de départ à la retraite. Donc, les conséquences sur cette manne-là, je ne la sens pas monter, au lieu que ça a monté. Non, mais structurellement, monsieur, vous appelez comment? Je me dis appeler monsieur Angol. Monsieur Angol, structurellement, ce que je suis. J'ai une voix qui porte. Structurellement, ce que je vous dis, il n'y a aucun problème là-dessus. En effectif physique, la commune, comme je disais, est passée de 150
à 130, 132. En termes de masse salariale, la masse salariale est de 7,09 millions. On est d'accord. L'atténuation des charges, mais ça c'est pour toutes les collectivités, signifie qu'on passe à 7,043. D'accord? Ce qui est structurellement qu'on ne peut pas corriger dans les collectivités, c'est le coût du personnel en fait. Pour arriver idéalement, on va raisonner, on va se dire les choses, il aurait fallu que Pointe-Noire ait une masse salariale de 60 qui diminue de 10 points. Idéalement, il faudrait que la masse salariale de Pointe-Noire soit inférieure de 10 points, de 73, on a dit, il faudrait passer à 63%. Alors, M. Gianni a parlé tout à l'heure de départ à la retraite. Il n'a pas développé. Ça veut dire que c'est une trajectoire qu'on fixe. Et ça, il faut s'y tenir. C'est au fur et à mesure. Pointe-Noire sort de loin, comme je dis, mais c'est tout le monde qui doit faire des efforts. On continue. Moi j'ai envie de dire, et le maire, je lui ai déjà dit, Pointe-Noire, ça va un peu mieux, mais Pointe-Noire, il faut pérenniser tout ça. Et pérenniser tout ça, c'est des efforts de partout, que ce soit en matière de charges, que ce soit en matière de recettes. Pointe-Noire, c'est une réalité. Moi, j'étais comptable de Pointe-Noire il y a quelques années. Pointe-Noire était déjà confronté à cette difficulté. Structurellement, c'est vraiment le terme qu'il faut utiliser, c'est structurellement. Vous avez des titulaires, il faut les mettre à la porte. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait dire? Il faut les mettre à la porte? Non. Vous êtes obligé d'en tenir compte. Il faut valoriser toutes vos ressources internes, que ce soit des ressources domaniales, que ce soit d'autres possibilités que vous allez pouvoir, mais il faut lutter, parce qu'une collectivité qui veut se développer, son premier bas de laine, je le répète, c'est la capacité d'autofinancement. Les investissements de Pointe-Noire et de beaucoup de communes en Guadeloupe, c'est pas Pointe-Noire, d'autres aussi, vous dépendez du financement externe, c'est-à-dire des subventions qui sont versées, que ce soit par l'Europe, par l'État, etc. Idéalement, il faudrait que Pointe-Noire arrive à financer 30% de ses investissements. 30-40% de ces investissements, vous n'êtes pas là parce qu'en fait, structurellement en Guadeloupe, c'est ça qui est compliqué en Guadeloupe. C'est la masse salariale. Voilà. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Alors, en termes, je comprends, j'ai parfaitement compris votre logique, monsieur. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais il va falloir jouer sur les départs à la retraite. Il faut voir un peu enfin en 2026 ce que ça va donner. D'accord? Et puis, on a une tendance dans notre département, il faut se le dire. Les gens partent à la retraite tardivement. En moyenne, au niveau de l'État, c'est 62, 63 ans. Chez nous, en Guadeloupe, c'est 65, 66, 67. Et il y en a quand ils sont à 67, ils veulent encore rester. Et ça impacte considérablement les marges de manœuvre des collectivités. Ça, c'est vraiment concret. Moi, je le dis, j'ai été DRH dans une collectivité. Je sais de quoi je parle. La masse salariale, pour investir dans une commune, vous avez deux alternatives. Il faut jouer sur l'amplification des recettes, mais en même temps sur les dépenses. C'est les deux. Et quand vous avez des charges structurelles, c'est-à-dire que les charges, vous ne pouvez pas. Le personnel, il est là, vous êtes obligé de le payer, ils sont tous titulaires. Alors, les départs à la retraite, oui, mais ce matin en conseil, ce matin à Basse-Terre, on disait que sur le nombre de départs qui étaient prévus, ça faisait une économie d'échelle de combien? 87 000 euros, 90 000 euros à peu près sur 2026. Sur le nombre de départs à la retraite qui est prévu sur l'exercice 2026, ça ferait une économie de 90 000 euros. Globalement, c'est ce que j'ai retenu de l'intervention de monsieur Gianni. Voilà. En tout état de cause, ça diminue énormément les marges de manœuvre de la commune. Donc, on sait comme ça, pourquoi dire à la population qu'on va investir, qu'on va faire l'acquisition de l'équipement, qu'on va faire des routes, sachant que nos marges de manœuvre sont limitées. Et ça me permet de revenir sur le taux de réalisation des investissements.
il n'y a que moins de temps qui a été réalisé. Plus de 4 millions ont été fléchés et que 1 quart. Alors, je vais quand même mettre par un terme dire la réalité. Monsieur Martin Angol, c'est un ancien conseiller municipal de la République. Nous avons hérité de la DABJ qu'il a réalisée. Et s'il fallait qu'on fasse comme ce que vous avez pu, puisque vous voulez chercher la Tibet, on n'aurait pas reconstitué les carrières des agents pour les 500 000 euros qu'on a trouvés ici. On n'aurait pas respecté les règles qui sont imposées par l'État pour pouvoir faire avancer les gens dans leur hiérarchie, dans leur gradé, dans leur échelon. On n'aurait pas recruté les 6 personnes auxquelles j'ai fait allusion. On n'aurait pas embauché les 8 personnes qui étaient dans le cadre scolaire pour encadrer les jeunes. Mais aujourd'hui, on serait fiers de dire qu'on a une masse salariale qui est à 5 millions. Il faut appeler un chat un chat. Nous sommes arrivés, la capacité d'autofinancement de la République était négative. Elle était à moins de 1,2 million. Aujourd'hui, nous sommes avec une capacité d'autofinancement qui est certes moins que l'année dernière, mais qui progresse. Alors, ne me demandez pas de faire de la magie, alors que je n'ai pas de baguette. Il faut être franc avec les gens. Nous venons de faire l'acquisition d'un camion nacelle, puisque celle que nous avions avec la diarrhée depuis 14 ans. Nous venons de faire l'acquisition d'un véhicule lorsque je suis arrivé, puisque celle qui était là, c'était une pièce que j'avais honte de rouler dans une voiture qui coûte aussi cher alors que la commune en déficit. Nous venons de faire l'acquisition d'une camionnette 4x4 pour en cas de problème majeur, que nous puissions accéder aux sections comme les peines qui sont des zones en difficulté. Nous avons effectué un emprunt de 800 000 euros pour terminer les travaux de pôle des sports qui par valait 750 000 euros. Nous avons perdu 1 600 000 euros. Nous sommes en train de finaliser un plateau sportif, même si certains interviennent dans le dos pour que ça ne se passe pas. Et nous allons terminer ce rôle des sports, ce plateau sportif qui sera multisport. Nous venons d'installer 4 stations de musculation sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Or. Nous venons de terminer le terrain des clubs qui ont un terrain de football, handball. Et je vois des gens avec 2 pieds qui viennent jouer sur le samedi matin. Je vous pose des questions. Merci de vos questions. Monsieur le maire, permettez-moi d'aller dans votre sens. Et si je pense comme vous, je vous dirais que le problème de recrutement actuellement, c'est vous, École Guillaume. C'est vous qui avez embauché à pouvoir. C'est vous qui avez fait des embauches politiques. Aujourd'hui, et la majorité, pas à peu près moi, la majorité des communes en Guadeloupe sont victimes de ça. Vous avez fait des embauches politiques, des gens qui n'avaient pas de compétences. Aujourd'hui, c'est normal que nous payons ça. Pas que vous, ça veut dire que peu importe le maire qui serait en place, serait victime de ça. Parce que vous êtes responsable du personnel. Autant que Claude Guillaume. Il y a eu près de 300 embauches. Mais vous étiez là, monsieur le maire. Donc ne me dites pas que je suis fier d'appartenir à la majorité de Christian Jean-Charles. Mais on a essayé de faire au mieux. Mais le constat est que non, c'est ça que vous voulez faire pour la population. C'est ce que vous voulez faire pour la population. Ce qui est clair, c'est que plus de 300 personnes ont été embauchées sous Claude Guillaume. Vous étiez adjoint et responsable du personnel. Alors, et lorsque on vous a demandé de licencier 50 personnes pour que les effectifs passent de 207 à 168, vous étiez où? J'étais là. Et qu'est-ce qu'on va vous dire alors? Mais pourquoi vous me dites maintenant, est-ce qu'on doit licencier les titulaires? Parce que vous persistez à vouloir faire croire aux gens de la masse salariale de 10 000 Arrêtez de faire croire à la population que vous allez investir, que vous allez... Je vous ai pris en tant que presse de la magouille que vous avez... C'est vous le magouilleur, monsieur. C'est vous le magouilleur. Vous avez créé une situation... C'est vous qui avez créé cette situation dans le Claude Guillaume. Et comme nous écoutons maintenant... Vous ferez tout ce que vous voulez. Les élections ont eu lieu en mars 2026 et vous allez pendant 6 ans attendre cette élection. Mais monsieur le maire, pourquoi mentir à la population, dire que vous allez investir pour 4 millions alors que vous réalisez que 900 000 moins de... Soyons sérieux. Si vous êtes conscient de la situation, pourquoi proposer à la population, mentir à la population, dire à la population que vous allez investir dans tel ou tel domaine et vous ne le faites pas? La réalité des chiffres est là, je n'invente rien.
Ok. Taux de réalisation, l'investissement, 24%. Vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison. Je me rappelle, et je vais terminer là-dessus. Il y avait un qui était assis là, lors du conseil municipal à l'époque de la communauté, et qui nous avait dit, parce que nous avons décidé qu'il y avait des projets d'investissement qui étaient faits sans participation communale. Et lorsque nous avons fait cette observation, il nous a été reporté qu'on nous a dit que le fait que la majorité municipale arrive à monter des dossiers sans financement, sans participation communale, ça vient de la minorité. Tous ces dossiers sans financement n'ont pas vu le jour. Aujourd'hui, je suis fier de dire que les dossiers que nous avons mis en place depuis 2020, en dépit de toutes les difficultés qu'on a rencontrées, Covid et problèmes sociaux, ont été réalisés ou se sont en voie de réalisation et ceux qu'on entame pour la dissimulation seront réalisés, je le garantis. Merci à mon cher. Monsieur le maire, je ne vais pas prendre le dialogue. Non, ce n'est pas une question de monolore. Ce n'est pas une question de monolore, monsieur le maire. Nous sommes dans un lieu où on doit débattre. Nous sommes dans un lieu où on doit débattre, monsieur le maire. Alors, j'ai une question, monsieur le maire. Je suppose que ce n'est pas l'équipe municipale qui le problème. Enfin, ma question, pardon, c'est le lettrage, le problème de lettrage, là, les 600, ça provient d'où en fait? C'est ce que j'aimerais savoir. C'est purement, c'est un jeu d'écriture, en fait, ça provient. C'est exactement ça, je vais écouter. C'est l'argent qui est rentré, mais le titrage. On a bien pensé cet argent-là, maintenant il faut qu'on demande aux instances, soit département, soit région, soit État, de demander tout ça. Alors des fois, c'est parce que les collectivités prennent l'idée ou encore parce que lorsqu'on a fait monter le dossier, ils disent oui, mais il manque quelque chose. C'est ça que vous voulez dire, madame. Donc c'est l'échange avec les autres collectivités. En attendant, chaque fin de mois, le comptable envoie un document qu'on appelle le P503 dans un jargon. Et ce P503 est appuyé de pièces justificatives. Ces pièces justificatives, lorsqu'elles sont là, la collectivité émet son titre de recette et ça émarge la recette de manière à comptabiliser la recette dans les bons comptes. Dans les bons comptes, le chapitre 70, 71, 73, etc., etc. Quand vous recevez l'octroi de mer, ou les impôts sont comptabilisés dans un compte qu'on appelle le 4731, d'accord? Lorsque le titre est émis, on va solder le compte 4731 pour le porter au 73 111. Voilà, c'est ça en fait. Et en réalité, vous dégagez un résultat budgétaire. C'est pour ça que c'est important de titrer ou de mandater. Voilà. Et en termes de trésorerie, ce qu'on appelle le fameux compte 515, votre compte bancaire, chez le comptable, c'est le 515 de la collectivité. Vous avez tous les flux de trésorerie qui permet justement au comptable de payer les dépenses de la collectivité. Voilà. Et en fait, en réalité, c'est ces titres-là qu'on doit faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le jargon technique, mais c'est quoi? Il y a quelques recettes qui concernent les régies. On a quelques recettes, il doit y avoir 2 sommes qui viennent de l'État, il me semble, c'est du département de la région. Ce sont les pièces qu'on n'a pas, parce que le comptable, lui, il est obligé d'avoir les bonnes pièces pour prendre en charge. Quelquefois, c'est tout simplement parce que nous, on reçoit un document et la collectivité régionale ou la collectivité départementale, c'est cette pièce-là qu'on n'a pas toujours. Alors, ça fait des allées et venues entre nous. Et puis, dernière chose aussi, on a le 4738 ou le 4718. Quand vous allez regarder le CFU, c'est pour ça que je vous donne ça le jour que vous vous intéressez. En fait, c'est des comptes catégorie fourre-tout, en fait. Et en attendant justement de les apurer, de titrer, eh bien on les met dans ces comptes. Mais quand vous avez un compte, ces 2 comptes en recettes ou en dépenses, vous avez 1 mois ou 2 mois pour régulariser, pour comptabiliser. Et le fait de ne pas comptabiliser, vous voyez, on a des indicateurs internes au niveau de la DGFiP qui nous dit attention, la recette est arrivée il y a 2 mois, vous ne l'avez pas titrée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des coefficients de pondération
à la baisse, eh bien, ça impacte la qualité comptable, en fait. C'est ce que je veux vous dire. Mais en termes de trésorerie, l'argent a été versé. Voilà. Simplement, budgétairement, ce sont ces sommes-là qui ont manqué, en fait, simplement. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair pour tout le monde. Juste une question, madame. Est-ce que ça a une incidence sur les restes à réaliser? Les restes à réaliser. Je vois que nous avons 2,39 millions d'euros de restes à réaliser. 2,39 millions. Vous avez dit tout à l'heure, les restes à réaliser, si vous avez ouvert des crédits budgétaires en dépenses d'investissement, par exemple, parce que c'est en dépenses d'investissement. Vous avez réalisé des travaux à hauteur de 1,6 million ou 1,7 million, et vous avez les restes à réaliser. Les crédits ne sont pas perdus. Hein. Ces restes à réaliser, vous allez les retrouver en début d'année, ce qui se passe quand on a ces restes à réaliser. Si entre-temps, vous avez des factures qui sont arrivées, eh bien, qu'est-ce que le comptable va faire? Ça va lui permettre de payer. Ce n'est pas perdu. Le rythme de réalisation des programmes d'investissement dépend de certaines collectivités. Par exemple, en moyenne, ce que j'ai retrouvé sur le Nord-Bastère, en moyenne, il y a 40-45%, 50% qui est réalisé, si vous voulez. Alors, c'est pour ça que dans certaines collectivités, dans les grosses collectivités, vous entendez parler d'APCP, autorisation de programme, crédit de paiement. J'ai un investissement qui coûte 15 millions, je suis en capacité de réaliser que 3 millions, eh bien sur le budget, je vais inscrire que 3 millions. Mais in fine, mon investissement va me coûter 15 millions. Cette année, j'aurai 3 millions, l'année prochaine, j'aurai 4 millions, etc. etc. Voilà. Alors, idéalement, les collectivités, par exemple, il y a des collectivités qui mettent ça, Pointe-Noire, APCP, vous n'avez pas mis ce système-là en place, mais des collectivités qui ont un certain niveau, comment je veux dire, des gros projets, parce que ça permet en termes de visibilité. Vous inscrivez un investissement de 15 millions, vous allez le réaliser sur 2-3 ans. Quelquefois, il vaut mieux prévoir juste les crédits que vous allez mobiliser, parce que vous avez mobilisé 3 millions, vous allez payer 3 millions. D'accord? Voilà. Voilà. Mais ça ne veut pas dire, les restes à réaliser, ça ne veut pas dire que vous les crédits, parce que c'est important. En début d'année, on a un état qu'on envoie au comptable. Voilà. Et c'est cet état-là qui permet au comptable, en attendant le vote du budget, de payer un certain nombre de dépenses, etc. Parce que dans une collectivité, vous avez un budget. Le budget, en attendant qu'il soit voté, alors les crédits, on appelle ça ce qu'on appelle les crédits de référence, le budget de référence, vous pouvez engager jusqu'à 100% en section de fonctionnement, et en section d'investissement, c'est 1/4. Voilà. Pour les collectivités qui n'ont pas mis en place les APCP, d'accord, ok? Vous avez 1/4, et on reçoit, le comptable, lui, il reçoit un état des restes à réaliser, et ça lui permet de payer, en fait. Parce que ces crédits-là sont là, en fait. Ça veut dire, en fait, des restes à c'est des crédits qui sont là, que vous allez utiliser. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Oui, autre point, parce que je ne sais pas si le maire pourra me répondre. La capacité de désendettement, normalement, c'est... C'est l'encours de la dette. Oui. C'est l'encours de la dette. Sous la main. Sur les recettes, sur la CAF. Oui. Voilà. Vous êtes à 2,2, vous êtes sur 2 ans. C'est-à-dire si vous devriez consacrer votre CAF brut qui est de 518 000 € pour rembourser votre dette parce que vous avez un stock de dette de 1 187 000 globalement. Si vous devriez consacrer toute votre CAF au remboursement de la dette, eh bien vous mettriez 2 ans et 3 mois globalement. Voilà. Donc, si je comprends bien, parce que le document que le maire nous a envoyé, ça met 41,04%. Alors, attendez, moi j'ai... Et c'est la page 11 de la Attendez, la page 5, c'est 41,04%. Alors, ça m'a interpellé parce que c'est sûr, de par mon métier, et je fais de l'analyse financière, et je sais que cette partie-là, ça se compte en année, en pourcentage. La page 5. Qu'est-ce qu'il y a? Quel ratio? La dernière.
capacité de désendettement. Donc, ça veut dire qu'il nous faut 41,03 pour pouvoir repousser notre dette si on reste dans ce système de marge restreinte. Non, monsieur. Moi, je vous Oui, donne. c'est ça la réalité. Alors, juste comme vous êtes à l'analyse financière, ça veut dire que l'on combien de fois par l'analyse financière. Monsieur, Ça traduit quelle somme on doit? monsieur, l'encours de la dette. S'il vous plaît. Ça fait un encours de 1 million 187. Ouais, 187, tout à fait. Vous avez au solde créditeur du 1641, vous avez 1 187. Tout à fait. D'accord? Un encours. Vous avez un CAF brut, parce que la CAF brut, vous la dégagez pourquoi? Pour rembourser d'abord votre capital de la dette. D'accord? Vous avez 518 000 euros. Eh bien, quand vous divisez 500, vous avez 2 ans, c'est 2 ans. Là, les 41% capacité de dette en cours épargne brute, l'encours de la dette, j'ai 1 million. Or, vous avez 30. Les 41. Avant de arriver, nous avons 1 200 000 en capacité de financement. Ça veut dire tout simplement que l'encours dans la dette représente 41% en fait. Négatif. Et ça ne veut pas dire que vous mettez 40. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Si vous faites le rapport entre l'encours et l'encours, parce que c'est bien noté sur la feuille, et l'épargne brute, c'est 41 ans. Qu'est-ce qui a marqué là? Monsieur, on va prolonger la discussion. Ça, je vais Non, c'est juste pour je vais faire un comparatif. Alors, je vais faire un comparatif avec la situation qu'on a été celle d'aujourd'hui. Vous voulez pas ça puisque aujourd'hui, nous revenons de la préfecture. Et cher pour les pères, nous demandons de lire la note de synthèse qui nous a été remise en préfecture ce matin. Alors, date de signature de la convention au 26 novembre. Signataire communal maintenant, préfecture de la Guadeloupe, AFD, DOP, tous ces jeunes étaient là ce matin. Et je prends pas un moins pour le papa en faveur février. Nombre total d'engagement 7. Nombre de fiches d'action 11. Nombre d'actions engagées 100%. Vous n'avez pas payé plus de ça. Taux de réalisation globale ciblée 30% en mai 2025, 73% en novembre 2025, 80% à la date du 18 juin 2026 et nous avons à la fin de l'année 2026, donc on a le temps de rattraper les 19% du reste. Nous avons 18 items, amélioration de la situation financière, 25% en mai 2025, 80% en novembre 2025, 95% en juin 2026. C'est pas mal qui est écrit. Partenariat avec la DF, 25% en mai 2025, 50% en novembre 2025, 100% en juin 2026. Dématérialisation de facture, 75% en mai 2025, 95% en novembre 2025, 98% en juin 2026. La commune améliore la qualité de ses documents budgétaires et comptables, 25% en mai 2025, 80% en novembre 2025, 95% en juin 2026. La commune améliore la ressource de la qualité. Améliore la qualité de la gestion des ressources humaines. 25% en mai 2025, 65% en novembre 2025, 70% en juin 2026. Autre engagement, 50% en mai 2025, 80% en novembre 2025, 90% en juin 2026. Maîtrise de la masse salariale, 25% en mai 2025, 65% en novembre 2025, 70% en juin 2026. Nous allons faire décembre. Appelons les charges sociales, 100% en mai 2025, 100% en novembre 2025, 100% en juin 2025. Mise en place d'une GPEC, 25% en mai 2025, 65% en novembre 2025, 75% en juin 2026. Mise en place de plan de formation, 25% en mai 2025, 60% en novembre 2025, 100% en juin 2026. Transition numérique des services publics, 50% en mai 2025, 45% en novembre 2025, 100% en juin 2026. Changement de la nomenclature comptable et adoption de tiers, 100% en mai 2025, 100% en novembre 2025, 100% en juin 2026.
qualité comptable 50% en mai 2025, 85% en novembre 2025, 90% en juin 2026. Et l'ajustement de la base fiscale, 20% en mai 2025, 25% en novembre 2025 et 25% en novembre 2026. Oui, là, on n'a pas beaucoup avancé. Optimisation des recettes, 25% en mai 2025, 70% en novembre 2025, 80% en juin 2026. Et enfin, milieu dernier, délai global de paiement, 100% en mai 2025, 100% en novembre 2025, 100% en juin 2026. Je précise ce matin que dans le rapport, on dit que la première pointement, c'est la DF qui dit délai de paiement 14 jours. 14 jours le délai de paiement. Bien évidemment, il faut que les entreprises qui déposent leur dossier sur la plateforme Chorus déposent toutes les pièces en bonne et due forme pour que ça soit réglé. Et enfin, mise en place du PPI, 25% en mai 2025, 45% en novembre 2025 et en juin 2025, 45%. On a deux points faibles, c'est l'élargissement de la base fiscale et la mise en place du PPI. Je crois qu'avec ça, si on n'est pas à un peu de satisfaction, tout peut nous permet de voir l'avenir dans les meilleures conditions. Voilà. Et il y a encore d'autres choses pour les achever de l'ordre du conseil municipal, parce qu'on a des dossiers à résoudre qui sont hyper compliqués, notamment la problématique du port de pêche de l'argent avec un document, avec une convention qui a été signée avec un partenaire privé et qui aujourd'hui plombe la vie de la collectivité. Et ça, c'est pas nous qui l'avons signé, ça a été signé, ça fait 10 ans. Donc, si vous voulez qu'on cherche à mettre les épines de l'eau à chaque réunion du conseil municipal, je vais mettre une grosse. Vous allez voir quel est le pourquoi de la taxe. Nous sommes à. Alors, oui, à ouvert, vas-y. Je voulais juste faire une intervention. Bonsoir à tous. Désolé du retard. Il est vrai que le débat, comme le disait le collègue, c'est un débat, oui, tout à fait, on est d'accord. Mais je pense que nous sommes des élèves, je pense que la profession de Marianne n'attend pas le passif. Il y a la réalité et autres. Mettons-nous comme gouvernement, nous allons faire le gouvernement. Comme le passif soit toujours là. L'avenir appartient toujours à rien. Et je pense qu'ils veulent entendre autre chose que ce genre de débat. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, dans l'intervention, sauf que tout ce que nous disons à la population maintenant aujourd'hui, c'est la vérité. On n'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour cacher, on n'est pas là pour raconter des bobards. On est là pour dire la vérité à la population plurielle. Et nous réalisons ce qu'on peut réaliser en fonction des moyens dont on dispose. Les moyens dont on disposait avant étaient nuls, étaient négatifs. Aujourd'hui, on arrive à avoir des réalisations comme on ne veut pas. Les réalisations sont là, elles sont palpables. On veut démontrer le sport là, on veut démontrer ces malades de cité au football là, à l'élo là, on veut démontrer ça, c'est pas avec les là, avant c'est démontrer, il faut ça, mais c'est palpable. Et il y en a qui n'ont jamais réalisé ce le passif sera toujours là, mais la réalité est trop. Monsieur le maire, excusez-moi, loin de vouloir vous embêter, j'ai fait le point avec Mme Olivo et on a constaté que les chiffres que vous m'avez envoyés, ce n'est pas les bons. Donc, je dois revoir ça. Les chiffres sont pas bons. Les chiffres sont pas bons. Je vais le prendre. Monsieur le maire, les chiffres sont de la DRPU, ce sont les bons chiffres. Simplement, lorsque vous faites un CFU est composé d'états qui viennent du comptable et d'états qui viennent de la collectivité. Monsieur le maire, la direction des affaires financières apporte l'ensemble des informations statistiques et financières. C'est dans ce fameux tableau en page 5 que vous avez pris. Je pense qu'il y a une petite erreur, juste une petite coquille qui a été, mais ça peut arriver, monsieur. Moi, si vous ne m'aviez pas montré, je ne l'aurais pas vu. Mais la capacité de désendettement de la collectivité est bien ce que vous devez retenir, messieurs les élus, la capacité de désendettement de la collectivité est bien de 2 ans et 2 mois. 2 mois, 3 mois. Ça parce que vous avez 1 188 000 dans le compte de dette à
c'est-à-dire la dette que vous devez aux organismes bancaires, et vous dégagez une CAF de 518 €, KEU. Alors, ça veut dire que vous mettez 2 ans. Si vous devriez consacrer votre CAF au remboursement de la dette, c'est 518 plus 518, ça fait 1 million et quelques, plus il fait les 3 mois tout simplement. Voilà. Alors ça arrive, monsieur Alain. Ce que je veux vous dire, parce que madame, madame CFU dans le Nord-Bastère, c'est même dans Imo. Ça arrive quelquefois lorsque nous faisons les comptes de gestion, il peut avoir quelques petites erreurs sur les, sur un certain nombre d'erreurs. Alors on vérifie. Voilà, mais ça c'est vraiment le chiffre, il n'est pas contre ce chiffre. Mais ce que je veux dire, c'est pas le... Je ne sais pas comment vous dire ça, il peut avoir, moi ça m'arrive de faire des erreurs, mais là c'est pas bon, je dis bien ce que vous devez vous rassurer, c'est la capacité bien de 2 ans et 2 mois. Madame le Réglement, voilà. Il y a quelqu'un qui a dit avant moi, le pilote apprend à piloter un avion et il arrive à cacher la 500 personnes à porter. Donc c'est le médecin qui diagnostique, il se trompe. Et quelqu'un a dit un jour, si vous ne pas les mettre au plateau, ça veut dire ça, ça veut dire. Donc il y a eu une copie, ça arrive, mais si M. Martin Angol est mieux que le directeur général des finances en Guadeloupe, je lui dis bravo, puisqu'il conteste les chiffres qui nous ont été donnés, qui sont validés en préfecture, qui sont validés au ministère de l'Outre-mer, pour qu'on puisse nous débloquer les 210 millions qui manquent. Alors, je suis désolé, mais je répète encore, pendant que j'étais dans la minorité, j'ai entendu des absurdités ici. Le monde n'a pas changé entre temps. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le maire, étant donné que je sais la réunion maintenant, ça suffit. Mais je n'ai pas terminé. Vous m'avez posé des questions, je n'ai pas terminé. Étant donné que nous avons parlé de rapport financier, nous avons parlé. Le taux de réalisation, expliquez-nous pourquoi c'est 24%. Vous n'allez pas voter pour, vous allez voter contre. Peu importe, je représente la population, je représente la population. Les 24% que vous avez réalisé, l'autre partie. Je vous demande de faire voter les 2 points qui viennent d'être discutés. 24% d'investissement réalisé sur 4 millions. Et 0%. Expliquez-nous pourquoi. Et tout ce que vous avez réalisé, c'est les travaux projets de M. Christian Jean-Charles. Oui, vous pouvez le dire, vous pouvez crier à cette réalité. Et je comprends mieux pourquoi vous n'arrivez pas à terminer les projets, les travaux, les chantiers que vous avez commencés. Et qu'un seul de Dieu. Et qu'un seul de Dieu. Le conseil municipal est une tenue. Il faut qu'on ait du respect et qu'on apprenne à s'écouter et qu'on attende qu'on nous donne la parole pour pouvoir nous exprimer. J'espère, en tout cas, pour ces 6 années à venir, qu'il y aura du respect entre nous et non une séance de démagogie. Madame Fébel, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous en termes de respect. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Ça, c'est clair. Nous passons au vote. Non. C'est des chiffres. Vous me donnez des documents, je regarde, j'analyse, je pose des questions. On va faire voter, donc maintenant on arrête. Non, je ne suis pas votre fils, madame. On arrête. C'est quoi ça? Là, on va faire autre chose. Maintenant, on va voter. Parlez. Adressez-vous à moi pour le développer, madame Ravillon. Non, parce que là, ça suffit. Qu'est-ce qui suffit? Parce que si vous estimez que je fous le bordel, je peux parler d'autre chose, notamment les affaires de terrain. Je peux parler de ça. Attendez, vous me cherchez, commencez par me respecter. Au lieu de parler de respect, dis à Madame Ramillon, je suis élu comme vous. Adressez-vous à moi autrement. Je ne suis pas votre fils. Pour pouvoir faire voter le compte rendu finance. Qui s'abstient? Qui vote? Qui s'abstient?
Qui est contre? Pour adopter, moins sur 3 abstentions. Maintenant, nous allons passer au point du CFI. Qui s'abstient pour le CFI? Qui vote contre? Donc, votez à l'unanimité, moins 3 abstentions. Je vous remercie. Monsieur le maire est déporté. Nous lui demandons de bien pouvoir reprendre sa place. Je vous remercie. Nous allons faire, bien entendu, les documents. Alors, monsieur le maire reste encore dehors, recevoir ou pas? Ou il peut rentrer, monsieur le maire? Il est toujours déporté ou pas? Il peut rentrer. Bon, monsieur le maire, vous pouvez donc revenir. Et nous allons donc faire passer les documents afin que chacun puisse signer. Bien. Nous allons poursuivre. Étant entendu que le compte financier ainsi que le CSP ont été votés, nous allons assurer l'affectation des résultats de l'exercice au budget supplémentaire 2026. Avez-vous entendu au budget supplémentaire, les chefs financiers archives depuis quand? Depuis combien d'années on a parlé de budget supplémentaire? Après tout, ça fait un moment. Donc, la procédure repose l'affectation des résultats sans changement de la M57. Ainsi, en application de l'article L22-23, 11-5 du Code général de collectivité territoriale, l'affectation du résultat de l'exercice L-1 se fait après le vote du compte financier unique. Seul le résultat accidentel de la section de fonctionnement au titre de l'utilisation du compte financier unique fait l'objet d'une affectation par décision du conseil municipal. Le résultat à affecter est le résultat cumulé, c'est-à-dire le résultat de l'exercice N-1 tenant compte du report du résultat de fonctionnement N-2. L'affectation du résultat décidé par le conseil municipal doit au moins couvrir le besoin de financement de la section d'investissement N-1 tel qu'il apparaît au compte financier unique. Le besoin de financement de la section d'investissement est le cumul du résultat de l'investissement de clôture. Déficit excédent, dépenses chapitre 01 ou recette chapitre 01 et du code des restes à réaliser déficit excédent. La réalisation de l'excédent de l'affectation nécessite des missions de type de recette au compte 1068 justifié par la délégation d'affectation. Pour la part non affectée, le report ne nécessite pas l'émission de type, mais se limite à une inscription sur une ligne budgétaire de la section de fonctionnement en recette au chapitre 002. Dans le cas présent, et au vu des résultats du CF 2025 présentant un résultat global positif de la section de fonctionnement et un déficit de la section d'investissement comme le déficit dessus, il s'agira d'une simple inscription au budget supplémentaire 2026 comme suit. Chapitre 02.1, recette de fonctionnement 1 148 221,70. Chapitre 0101, dépenses d'investissement 640 159,15. Le conseil est invité à délibérer. Y a-t-il des demandes d'explication? S'il n'y a pas de demande d'explication, le vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, intégration des biens immobiliers patrimoine foncier à l'état de l'actif. Vous avez reçu la note de présentation, cher ami. Je voulais simplement vous faire remarquer une chose. Vous avez un document avec de nombreuses pages. Et toutes ces pages, avec toutes ces lignes qui apparaissent ici, ce sont des terrains dont dispose la commune, mais qui ne sont pas rentrés dans le patrimoine communal.
que nous allons nous donner les moyens pour les faire rentrer. Parce que si ils ne sont pas rentrés, on ne peut pas les faire sortir. Okay? Donc, nous avons beaucoup de travail qui va réaliser pour que cela se fasse. Pour qu'au point nous puissions dire, bien, nous avons des biens qui ont une certaine valeur, et ces biens-là peuvent nous servir de caution si demain on veut faire telle opération comme ça le se fait pour le particulier. Est-ce que vous avez d'autres demandes d'explication à partir de ce qui est donné? Pas de demande d'explication? Oui, monsieur le maire. C'était vrai, ne faisait pas partie du patrimoine de la commune. C'est bien ce que je vous dis. Ce sont des biens communaux, mais qui ne sont ni de notre patrimoine privé ni public de la commune. Ce sont des trucs, c'est que c'est des biens qui appartiennent à la commune. Il y en a même peut-être qu'on ne sait même pas où se situe, est-ce qu'il y a du monde, le travail qu'on va faire maintenant, c'est de retirer ces terrains-là, évaluer le coût et les faire entrer dans le patrimoine communal. Soit en patrimoine privé, soit en patrimoine public. Donc, pour l'instant, on n'a pas de valeur comptable de ces biens-là. Il y en a certains à chaque fois qu'on a par exemple des terrains. Je prends l'exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez la maison de crise sur la santé qui est en train de construire à côté là. Il y avait la rue des voyageurs. Tout le monde s'asseyait avec la commune, parce que là, c'était à la commune. Sauf que lorsque les promoteurs sont venus nous voir pour nous dire que l'emprise du bâtiment va aller jusqu'au niveau de cette rue des voyageurs, tout ce qu'on a fait, c'est l'ancien vous dit, on va vous rendre, si vous voulez acheter 9 ou 10 mètres carrés de terre. Sauf que c'est 10 mètres carrés de terre. Plus tout ce qui est là, le presbytère, plus tout ce qui est où il y a le parc, l'ensemble du parc. Voilà. Ça fait partie d'un déficit de route de Guadeloupe. Et à l'époque, ce n'était pas route de Guadeloupe, ça s'appelait des billets. Donc il a fallu qu'on fasse diligence, qu'on interpelle la préfecture, qui fasse rentrer ce patrimoine-là dans le bien de la commune, ensuite qu'on puisse vendre ce patrimoine-là au promoteur. Sinon, on ne peut pas vendre. Et il y a beaucoup de terrains comme ça ici. Il y a beaucoup de lignes comme ça. Il ne faut pas oublier, je le dis à tout le chacun, il ne faut pas oublier que les maires qui sont passés avant ont fait avec les moyens dont ils disposaient. À l'époque, il n'y avait pas de chemin pour aller peut-être à Grenade, il n'y a pas de chemin pour aller à Jérémy, il n'y a pas de chemin pour aller au Crédit par milliard, etc. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Mais c'est les mêmes chemins pour aller à nous pas avoir autorisation. Ils ont signé, on signe, on donne l'autorisation. Mais est-ce qu'on peut, on a un document qui dit c'est la route et pas le patrimoine communal? Nous, on entretient. Mais administrativement, il y a beaucoup à faire. Et je ne veux même pas aller sur des détails comme vous. Je ne vais pas sortir ici. Alors, j'aurais une question, parce que j'ai vu qu'on a listé, effectivement, vous avez parlé de beaucoup de terrains, mais ça, c'est une première approche sur une recherche de patrimoine, ou sur quel principe qu'on a listé ces terrains-là? Non, c'est dans la base des données de la collectivité. Sauf qu'on ne les a pas en termes de. On n'a pas patrimoine. Non, on ne sait pas. Donc on va trouver soit avec le Guadeloupe ou encore avec un localisme qui est en mesure de faire ça. Ça va. Voilà, c'est comme si vous êtes en privé, vous avez un terrain, vous ne connaissez pas la valeur du terrain, vous voulez aller à la banque de vous faire un prêt, la banque ne peut pas vous faire le prêt si vous ne dites pas, voilà, j'ai un terrain, d'autant il y a des champs. Ça, c'est la situation actuelle. L'estimation. L'estimation, oui. Et nous, on va faire tout ça dans le domaine privé, soit dans le domaine public, mais on sait que ça appartient à la commune. Alors, pendant que nous sommes sur cette histoire de patrimoine, puisque vous aviez lancé il y a quelques années le kilométrage. Vous vous rappelez, nous avons parlé de 40 km de surplus. Pendant que nous parlons de ça, justement, j'aimerais savoir quel point ça en est. Ça a été utilisé par l'État, ouais. Sauf que entre les évaluations au niveau de la population, il y a des fluctuations qui se font, et moi je pense que à propos de la population d'écoute, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas joué le jeu du recensement. Il y a beaucoup de gens qui disent ah il y a rien d'information parce que c'est 2 francs payés pour ça. Et en fait, ça perçoit de la population de la commune diminue, alors qu'il y a des
des indicateurs qui font voir que ça n'a pas diminué autant qu'on pourrait le penser. Donc, administrativement, eh bien, au lieu d'avoir 6 millions de 6 millions, 6200, 6400 habitants, on va pas dire on est à 5900, 5800, mais si vous faites 10 habitants, 100 habitants, ça va vous perdez en termes d'habitants, ça vous allez gagner au niveau de la gestion. Voilà. Donc, comme une explication complémentaire par rapport à cette question. Monsieur le maire, en faisant des calculs, j'ai constaté que les taux qui étaient utilisés en fonction du terrain ne sont pas les mêmes. Mais il y a un calcul, vous avez par exemple un roulage de 124 mètres carrés, 9 920 euros. Donc il y a pas le tableau que vous avez fourni. Ah, sur le tableau? Oui, sur le tableau. Il doit fallu qu'on puisse mettre en fonction de chaque terrain le montant de la valeur qui a été choisie par France Domaine. Le plus, parce que ça varie entre 80 et 41. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus même est aligné. Oui, c'est quand tu vois un noir, ou c'est la vraie ou la partout. Il y a une estimatique qui est faite en fonction de cet élément de. Et donc, quand il y a des écarts comme ça, c'est pas, par exemple, 124 157, on n'est peut-être pas le même prix au 20 carré. Oui, mais en fait, je conteste pas ça, c'est juste que la prochaine fois, voilà, c'est ça. Alors, pour information, la valeur estimée par France Domaine, nous, en tant qu'élus, en tant que municipalité, on est obligé de respecter ces valeurs-là. Il y a une fourchette de 10% en plus ou en moins, sous laquelle on peut fluctuer, sinon on n'a pas plus loin. On peut toujours dire, bon, je vends 10% plus cher, ou 10% moins cher, mais on ne peut pas aller plus loin. Je peux aussi oublier, lui peut aller plus loin. Il négocie avec son acheteur et puis voilà. Ok. Autre demande d'explication, si on a pas, on veut voir, qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Merci. Mise en charge, il fallait le déplacement de mission de l'agent communal à l'occasion d'une formation de commencer. Il s'agit de notre maître-nageur, M. Angibert Baltimore, qui a passé son concours de maître-nageur il y a 5 ans. Mais après 5 ans, il faut qu'il fasse une réhabilitation, une formation pour pouvoir valider son diplôme. Et malheureusement, il n'y a pas de formation en Guadeloupe, donc on a décidé de prendre en charge ce le déplacement, l'hébergement, de nourriture et tout pour qu'il fasse ça en Martinique. Sinon, il ne peut pas intervenir sur le bord de personne d'absence. Est-ce qu'il y a des demandes d'informations, d'explications? Alors, si on n'a pas envie de voir, il s'abstient, il vote contre, adopté à l'unanimité. Après la projet pour la lutte contre la précarité alimentaire et matériel en Guadeloupe, Madame de Boisvallée, je vous laisse, je vais introduire, vous allez. Alors, le département de la Guadeloupe, en partenariat avec la CAF et la Sécurité sociale, a décidé de mettre en place une action pour pouvoir aider les personnes en situation difficile. Il ne s'agit pas que des personnes âgées. Il s'agit de personnes, ça peut être des jeunes, ça peut être aussi même des gens qui ont un foyer, qui vivent correctement, mais à qui ils ont des problèmes pour pouvoir avoir un confort normal. Donc, il ne s'agit pas d'aider les gens à obtenir des meubles, des téléviseurs ou autre, mais c'est surtout au niveau alimentaire et au niveau sanitaire, tout ce qui est produits sanitaires, c'est pas mal, savon, hygiène, etc. Ça peut manquer. Donc nous avons travaillé sur un dossier avec la CECAS. Ce dossier, on a demandé une participation. Ce dossier s'élève à 211 072,58 € avec 187 264,09 € de dépenses directes et en dépenses indirectes 13 808,49 €. En recette, le Fonds social européen 189,65 €. Et la participation communale, j'ai la participation communale 21 107,26 €. Donc, ce projet est bien dépassé en recette pour 211 072,58 € par million. Voilà. Donc, une explication. Alors, Madame de Borlin, vous voulez ajouter quelques éléments? C'est sur 2 ans, c'est un projet qui sera mis en place sur 2 ans. Bonsoir.
pas beaucoup d'argent maintenant que la SPL de l'énergie. C'était tout les dossiers d'investissement que nous avons sur Pointe-Noire pour faire plaisir à M. Martin Paul, le stade de Hugo, l'appropriement du monde de Pointe-Noire, la maison Silène, qui sont des dossiers à qui nous confions. Ils vont chercher les financements là où on ne peut peut-être pas les avoir. Et puis, nous travaillons avec eux pour que nous puissions boucler ces opérations, qui sont des opérations, comme l'a dit Mme Gouguinon il y a quelques minutes, qui ne peuvent pas se faire en un seul coup, puisque aujourd'hui, certains l'oublient, mais les finances sont rares. Donc, quand on a un projet, il faut faire plusieurs phases. Donc, il y a une première phase, une deuxième phase, une troisième phase, une quatrième phase. Donc, pour la première phase, la première tranche renouvelée, on demande à la société d'énergie de pouvoir nous aider. Nous avons sollicité la région, nous avons sollicité le département dans le cadre du projet contrat pays, nous avons sollicité l'ANS, l'Agence nationale du sport, spéciale de sport, en l'occurrence pour le dossier de Stade de Rideau. Et voilà, donc on travaille avec eux et on fait les ordres avec eux pour qu'on puisse avancer. Voilà. Demande d'explication. S'il n'y en a pas, on va. Alors on fait. Ça concerne toujours la SPS que vous devez. Donc, donc, pour la modification de l'objet social, l'autorisant le représentant de la collectivité à participer au l'Assemblée extraordinaire SPL, quels sont ceux qui s'abstiennent, qui votent contre, adopter à l'unité. Pour la modification du capital de la SPL, Cœur d'énergie, société de la commune de Pointe-Noire, la fondation capital de la SPL, aussi de son droit de financier de souscription, qui s'abstiennent, qui votent contre. Et pour l'autorisation du représentant de la collectivité à participer au vote de l'Assemblée extraordinaire de la société, qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Merci. Je crois que nous avons épuisé les points qui sont à l'ordre du jour. J'ai simplement une information à vous communiquer, puisque la semaine dernière, nous avons été alertés par l'ARS concernant les écoles de Pointe-Noire. Alors, lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, aucune école de Pointe-Noire ne disposait de citernes tampons pour pouvoir permettre, en cas de difficulté, de continuer de poursuivre les cours de foot à l'école. Il s'est avéré qu'on a couru plusieurs casses. À chaque fois, il fallait que le maire donne l'autorisation, demande on peut trouver. Je me suis dit non, on ne peut pas à chaque fois libérer les enfants. On s'est organisé pour pouvoir, entre nous, cotiser pour faire installer des systèmes. Et puis il y a eu un appel à projet lancé par la collectivité rurale. On a répondu, ça a abouti, la collectivité rurale a transféré le bébé à la CLPT. Et à partir de ce moment, on a perdu du temps parce que toutes les communes du Nord-Pas-de-Calais n'avaient pas réagi en tant que tel. Donc ça plaidait et puis on a demandé à la CLPT de faire avancer. Donc toujours on lève le. C'est ainsi qu'on a installé des systèmes d'enfants de 6 000 dans chaque établissement scolaire, y compris aux affaires scolaires. Aujourd'hui, le système fonctionne. Quand il y a une douleur, les enfants peuvent aller en toilette, on n'est pas obligé de les libérer, le temps que ce soit installé pour plus de 6 à 10 familles, 4 jours, 7 jours, sauf s'il y a un grave pleurisme. Alors, c'est avéré que ce sont des systèmes mécaniques et ce sont des systèmes qui doivent être contrôlés. Nous avons signé une convention de maintenance avec une entreprise. Il s'est avéré que deux de nos écoles, à la fin de l'année-là, se sont trouvées avec de l'eau propre à la consommation, mais qui pouvaient être utilisées pour les toilettes et pour l'entretien. Nous avons toujours anticipé par rapport à ça. Nous avons le stock de l'eau en et dès lors que nous avons été alertés, on a demandé aujourd'hui de dévier l'alimentation vers le cycle normal, puisqu'il y a une alimentation qui va vers la pompe, et de la pompe, ça continue vers le service. Alors, on a dévié le circuit, et nous avons donné de l'eau à nos enfants, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de problème d'absence, ni de retard, ni quoi que ce soit. Et nous avons demandé à
Et nous profitons pour que nous puissions faire aussi le contrôle sur les items avant la fin de l'année scolaire qui va s'achever la semaine prochaine. Donc, tout est entré dans l'ordre et je pense que nos enfants peuvent continuer à aller à l'école sans difficulté. Voilà. Pas de demande d'explication. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il est 18h01 après une bonne heure et demie de débat. Je vous remercie pour la qualité du débat et que nous allons avancer pour que la République de Côte-d'Ivoire aille un peu mieux. C'est une réalité, même si notre collègue n'est pas à l'effort, aujourd'hui, on est passé de moins infini à une situation positive. Ça, c'est clair, bien précis, c'est pas moi qui le dis, c'est la DRU, c'est la préfecture, c'est l'État qui le dit. Alors, juste une petite question. Le document que vous avez dit tout à l'heure, suite à l'échange, vous pourriez communiquer aux minorités. C'est pas problème, on va le tableau avec les la préfecture. Non, c'est pourcentage. Merci à vous, chers collègues. Bonne entrée, bon match pour ceux qui est